Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une nouvelle aventure écrite par Agatha Christie. L'histoire s'intitule Un signe dans le ciel. Audience au palais de justice de Londres. Le président terminait sa déclaration au jury. Maintenant, messieurs, je crois vous avoir à peu près tout dit. Les faits sont contre l'accusé. Vous suffise-t-il pour en conclure qu'il est coupable du meurtre de Lady Vivienne Barnaby? Vous avez entendu le témoignage des domestiques. Ils ont tous affirmé que le coup de feu a été tiré à 6h20 du soir. Vous avez eu en main la lettre écrite à l'accusé par Vivienne Barnaby le matin de ce vendredi 13 septembre. L'accusé, en premier lieu, a affirmé qu'il n'était pas allé à Deering Hill ce soir-là. Il ne l'a avoué que lorsque la police en eut donné des preuves formelles. Ceci a une grande importance pour votre verdict. La défense prétend qu'une personne, on ignore qui, est entrée dans le salon de musique après le départ de l'accusé, et que cette personne aurait tué Vivienne Barnaby avec le fusil que l'accusé avait oublié. Vous avez entendu l'accusé expliquer pourquoi il lui fallut une demi-heure pour rentrer chez lui. Si vous ne le croyez pas, et si vous êtes persuadé que le vendredi 13 septembre, il tua d'un coup de fusil à la tête Lady Vivienne Barnaby, alors, messieurs, votre verdict doit être affirmatif. Par contre, si vous avez des doutes, votre devoir est d'acquitter. Je vous demande maintenant de vous retirer pour délibérer et de me faire ensuite connaître votre décision. Le jury fut absent près d'une demi-heure. Il rendit le verdict que tout le monde attendait. Coupable. Pensif, M. Satterthwaite quitta le palais de justice après avoir entendu le verdict. En toute autre occasion, un procès comme celui-là ne l'eût pas intéressé, mais le cas de Wilde était différent. Le jeune Martin Wilde était ce que l'on appelle un gentleman, et de plus, M. Satterthwaite avait connu personnellement la victime, Lady Barnaby, la jeune femme de Sir George Barnaby. Tout en méditant sur les événements, M. Satterthwaite s'en allait dans la direction de Holborn. Suivant des rues étroites et sales, il arriva à un petit restaurant qui était réputé parmi les gourmets et par conséquent fort cher. L'intérieur en était très calme. À peine entendait-on le va-et-vient des maîtres d'hôtel, dont la gravité et les gestes lents avaient quelque chose de rituel. Ce restaurant se nommait l'Arlecchio. M. Satterthwaite entra et, toujours absorbé par ses pensées, se dirigea vers sa table favorite, dans un coin retiré. La pénombre qui baignait le restaurant ne lui permit pas de voir, avant d'en être à quelques pas, que cette table était occupée. Mais il ne s'éloigna pas, au contraire, car à sa grande surprise, il venait de reconnaître un ami. « Monsieur Queen, quel heureux hasard, dit-il. Il avait déjà rencontré Monsieur Queen à 3 reprises, et chaque fois un événement extraordinaire s'était produit. Personnage étrange, ce Monsieur Queen, qui avait le don de vous montrer ce que vous connaissiez depuis longtemps, sous un jour très différent. Aucune rencontre ne pouvait être plus agréable à M. Satterthwaite. « Voilà qui est heureux, répéta-t-il avec satisfaction. Vous permettez que je m'assoie à votre table? J'en serais ravi. Comme vous le voyez, je n'ai pas encore commencé. Un maître d'hôtel sortit de l'ombre et prit la commande de M. Satterthwaite. Il avait étudié le menu avec soin. Le maître d'hôtel retiré, M. Satterthwaite commença. Je reviens du palais de justice, une pénible affaire. Oui, le jury n'a délibéré qu'une demi-heure. M. Queen baissa la tête. Ce dénouement était inévitable, reprit M. Satterthwaite. Tout était contre lui. Et cependant, il s'arrêta. M. Queen finit la phrase pour lui. Et cependant, vos sympathies allaient à l'accusé. Est-ce ce que vous alliez dire? Je crois que oui. Martin Wilde était un garçon sympathique. On a peine à le croire criminel. Et depuis quelque temps, on a vu beaucoup de gens sympathiques devenir des assassins. Trop, dit M. Queen tranquillement. Comment? Trop pour Martin Wilde, car il y a eu, dès le début de cette affaire, une tendance à le regarder comme appartenant à cette même triste série, un homme cherchant à se débarrasser d'une femme pour en épouser une autre. Laissez-moi vous expliquer, dit M. Satterthwaite. Je connaissais les Barnaby. M. Queen écouta attentivement. M. Satterthwaite, les mains posées sur la table, dépeignit la vie à Deering Hill, résidence de Sir Barnaby, et lieu du drame. Sir George, vieux, obèse, avare, maniaque, remontait ses pendules tous les vendredis après-midi, vérifiait les comptes de la maison le mardi matin,
verrouillait lui-même sa grande porte tous les soirs. De Sir George, il passa à Lady Barnaby, qu'il n'avait vue qu'une fois, mais suffisamment pour l'avoir jugée une créature impulsive, terriblement jeune, une enfant. Elle le haïssait, vous m'entendez? Elle l'épousa sans trop savoir ce qu'elle faisait, et maintenant, elle n'avait pas d'argent à elle et dépendait entièrement de son mari. Elle était extrêmement simple, à peine consciente de sa beauté. Quant à Martin Wilde, je ne l'ai jamais vu avant le procès, mais j'ai souvent entendu parler de lui. Il habitait à moins d'1 kilomètre de là, c'était un gentleman farmer, et tout à coup Lady Barnaby s'intéressa à la culture, ou feignit de s'y intéresser. Je crois qu'elle vit en Martin Wilde, un dérivatif à son ennui et peut-être le seul moyen d'y échapper. Elle s'accrocha à lui, avec toute l'impétuosité de sa jeunesse. On pouvait d'avance prévoir la fin de ce roman. Lui avait conservé toutes ses lettres, qui d'ailleurs ont été lues au palais, et d'après le ton des dernières, on comprenait qu'il se lassait d'elle. Elle n'avait gardé aucune lettre de Martin Wilde. En effet, depuis quelque temps, Martin fréquentait une jeune fille, Sylvia Dale, qui habitait aussi Daring Hill, et dont le père était médecin. Peut-être l'avez-vous vue au palais. Non, c'est vrai, vous n'y étiez pas. Une jeune fille blonde, très blonde, gentille, un peu bornée, je crois, mais très franche. M. Satterwhite s'arrêta un instant. M. Quinn, d'un signe de tête, l'encouragea à continuer son récit. Vous avez entendu la lecture de la dernière lettre de Lady Barnaby, ou plutôt vous avez lu ça dans les journaux. Celle qui a été écrite le matin du 13 septembre. Une lettre désespérée, une lettre de reproche, qui suppliait Martin de revenir le soir même à 6 heures. Je laisserai la porte de service ouverte. Personne ne saura que vous êtes venu. Je serai dans le salon de musique. Cette lettre avait été portée. Au début de son arrestation, vous vous souvenez que Martin Wilde niait être allé chez Barnaby ce soir-là. Il disait qu'il était parti chasser, mais la police apporta des preuves contraires à sa déclaration. On avait trouvé des empreintes digitales sur la porte de service et sur un des verres à cocktail dans le salon de musique. À la fin, il admit être allé chez Lady Barnaby, avoir eu avec elle une conversation orageuse, mais affirma qu'à la fin, il était parvenu à la calmer. Il jura qu'il avait laissé son fusil contre le mur extérieur, près de la porte de service, et que lorsqu'il quitta Lady Barnaby vivante, il était à peu près 6h15. Il était rentré directement chez lui, affirma-t-il, mais les preuves démontrent qu'il n'arriva à sa propriété qu'à 7h moins le quart. Or, pour parcourir 1 kilomètre, il ne faut pas une demi-heure. Il affirma encore avoir oublié son fusil à l'endroit où il l'avait laissé en entrant. Déclaration un peu bizarre peut-être, mais au fond plausible. Beaucoup d'hommes sont très émotifs. Ils supportent mal les scènes. Je me représente très bien Martin, s'en allant bouleversé et ne pensant plus à son fusil. M. Satterwhite fit encore une pause, puis continua. Cela n'a pas grande importance, car ce qui suit est malheureusement trop clair. Les domestiques entendirent le coup de feu à 6h20. Ils se précipitèrent tous dans le salon de musique. Lady Barnaby était renversée sur le bras de son fauteuil. Le coup avait été tiré de très près, derrière sa tête. Les domestiques furent entendus, je suppose, demanda M. Quinn. Oui, le maître d'hôtel était entré dans le salon quelques secondes avant les autres, mais tous firent des déclarations semblables. De sorte que tous témoignèrent à l'audience, insista M. Quinn. Il n'y eut pas d'exception? Si, la femme de chambre. Elle ne déposa qu'une fois au début de l'enquête. Elle est partie depuis pour le Canada, je crois. Ah, fit Quinn d'un ton indiquant qu'il ne semblait pas trouver cela naturel. Pourquoi n'y serait-elle pas allée? Dit brusquement M. Satterwhite. Pourquoi y serait-elle partie? Répondit M. Quinn avec un léger haussement d'épaules. Cette question troubla M. Satterwhite, mais il reprit son récit. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur la personne du meurtrier. Les domestiques, sur le moment, perdirent un peu la tête. Ils ne pensèrent pas tout de suite à téléphoner à la police. Et quand l'un d'eux voulut enfin le faire, l'appareil ne fonctionnait pas. « Oh !» s'étonna M. Quinn. « Il ne fonctionnait pas ?» « Non, » répondit M. Satterwhite, qui tout à coup se rendit compte qu'il venait de dévoiler quelque chose de très important. « Cela a pu être fait exprès, évidemment, mais je n'en vois pas le but. La mort fut instantanée. » M. Quinn ne disait rien. M. Satterwhite sentit que son explication ne le satisfaisait pas. Il n'y avait que Martin Wilde qui put être suspecté, continua-t-il. D'après lui, il partit 3 minutes avant qu'on entende la détonation. Et qui donc aurait pu tirer? Sir George était à un bridge, à quelques pas de là.
Il quitta ses amis à 6h30 et rencontra à la grille les domestiques qui lui annoncèrent la nouvelle. Le secrétaire de Sir George, Henry Thompson, se trouvait à Londres ce soir-là. Sylvia Dale, elle accompagnait une amie au train de 6h28. Cela la met hors de cause. Les domestiques, quel mobile auraient-ils eu? D'ailleurs, ils arrivèrent tous en même temps. Non, c'est certainement Martin Wilde qui a fait le coup, dit M. Satterthwaite. Mais ils n'en étaient pas convaincus. Ils continuèrent leur repas. M. Quinn n'était pas d'humeur loquace, et M. Satterthwaite avait dit tout ce qu'il avait à dire. Pendant quelques instants, le silence se fit à table. Tout à coup, M. Satterthwaite, posant couteau et fourchette, reprit la parole troublé. « Et si ce jeune homme est innocent? Il va cependant être pendu. Mais pourquoi cette femme ne serait-elle pas allée au Canada ?» M. Quinn resta silencieux. « J'ignore même dans quelle partie du Canada elle est allée, » continua M. Satterthwaite. « Vous pourriez l'apprendre, demanda enfin M. Quinn. « Oui, sans doute, le maître d'hôtel ou Thompson, le secrétaire, le savent probablement. » Il s'arrêta encore un instant, puis reprit. « Mais est-ce que cela me regarde? Qu'un homme doive être pendu dans quelques semaines? Ah, évidemment, si vous l'envisagez ainsi. Oui, je vois, la vie ou la mort. Mais après tout, même si j'apprends où est cette femme, qu'est-ce que cela changera? Faut-il que j'y aille moi-même pour la retrouver? Je comptais partir pour la Riviera la semaine prochaine. » « Vous n'êtes jamais allé au Canada? » ?»« Jamais. C'est un pays très intéressant. » M. Satterthwaite le regarda et, hésitant. « Croyez-vous que je doive y aller? » M. Quinn se renversa sur sa chaise, alluma une cigarette et, entre deux bouffées de fumée, répondit. « Vous êtes riche, je crois, M. Satterthwaite. Vous avez les moyens de vous passer une fantaisie. Jusqu'à présent, vous avez assisté en spectateur au drame de la vie d'autrui. Mais y avez-vous jamais joué un rôle? Avez-vous jamais tenu la vie ou la mort entre vos mains? » M. Satterthwaite se pencha vers lui. « Vous voulez dire que, si je vais au Canada… » Son ami sourit. « Oh, c'est vous qui avez parlé d'aller au Canada, pas moi. Vous ne pouvez… Vous jouer de moi plus longtemps, M. Quinn. Chaque fois que je vous ai rencontré… Enfin, il y a quelque chose en vous que je ne m'explique pas. La dernière fois que je vous ai vu… Ne nous éloignons pas du sujet. Le reste n'a pas d'importance, n'est-ce pas? » M. Satterthwaite n'insista pas. « À mon retour du Canada, je serai heureux de vous revoir, dit-il simplement. Je n'ai pas de domicile fixe en ce moment, je le regrette, mais comme je viens souvent ici, et vous de même, nous nous verrons certainement avant peu. » Puis ils se séparèrent cordialement. M. Satterthwaite était dans une grande agitation. Il courut à l'agence Cook pour s'informer des prochains départs pour le Canada. Après quoi, il alla à Deering Hill. Un maître d'hôtel le reçut. « Je me nomme Satterthwaite. Je viens de la part d'une agence de placement pour recueillir quelques renseignements sur une femme de chambre qui a quitté votre maison récemment. Vous voulez parler de Louise, monsieur, Louise Bullard. C'est cela, dit M. Satterthwaite, trop heureux d'apprendre le nom. Mais elle n'est plus en Angleterre, monsieur. Voilà des mois qu'elle est partie pour le Canada. Pouvez-vous me donner son adresse là-bas? Le maître d'hôtel hésita, chercha un moment. Banff, oui, c'était cela. Les autres femmes de la maison espéraient recevoir de ses nouvelles, mais jamais elle n'a écrit. M. Satterthwaite partit en remerciant. C'était décidé, il irait au Canada. Et si Louise Bullard y était, il l'y retrouverait. À sa grande surprise, le voyage l'enchanta. Depuis plusieurs années, il n'allait jamais plus loin que la Riviera, le Touquet, Deauville et l'Écosse. Et aussi l'idée qu'il remplissait une mission délicate et difficile contribuait à donner à son voyage un attrait particulier. Que penseraient de lui ses amis s'ils savaient le but de ce départ brusque? Oui, mais il ne connaissait pas M. Quinn. 12 heures après son arrivée à Banff, il se trouvait face à face avec Louise Bullard, qu'il n'avait eu aucune peine à retrouver. Elle était employée dans un grand hôtel. C'était une femme d'environ 30 ans, peu intelligente mais très honnête. Elle ne parut pas s'étonner lorsqu'il lui dit qu'il était envoyé pour recueillir quelques renseignements complémentaires sur le drame de Deering Hill. « J'ai appris par les journaux, dit-elle, que M. Martin Wilde avait été condamné. » Elle ne paraissait pas douter de sa culpabilité. « C'était un gentil garçon, continua-t-elle, qui s'est laissé emporter. Bien qu'il ne faille pas dire du mal des morts, c'est la faute de madame. À aucun prix, elle ne voulait lui rendre sa liberté. Maintenant, ils sont punis tous les deux. J'étais sûr qu'il arriverait quelque chose ce soir-là. » « Comment cela ?» s'étonna M. Satterthwaite. « Pendant que je changeais de robe dans ma chambre, j'ai machinalement regardé par la fenêtre.
Un train passait juste à ce moment, et sa fumée s'est élevée dans le ciel en prenant la forme d'une main gigantesque, une main blanche se détachant sur le ciel rouge. Les doigts étaient crochus, comme s'il cherchait à agripper quelque chose. Ce spectacle m'a frappé, et j'ai tout de suite pensé, c'est un mauvais présage. Or, c'est à cet instant même que j'ai entendu le coup de feu. Je me suis précipité dans le hall, en même temps que les autres domestiques, et tous ensemble, nous sommes entrés dans le salon de musique. Et là, madame gisait, la tête renversée. Que de sang! Quelle horreur! J'ai raconté à Sir George ce que j'avais remarqué dans le ciel. Il n'a pas paru y attacher d'importance. Et en plus, un bien mauvais jour, un vendredi 13, ce n'est pas étonnant. M. Satterthwaite la questionna encore, mais n'obtint rien de plus. Louise Bullard avait dit tout ce qu'elle savait, et son récit semblait très simple et très loyal. Cependant, il apprit quelque chose d'important. La situation qu'elle occupait à Banff lui avait été procurée par M. Thompson, le secrétaire de Sir George. Elle accepta, tentée par des appointements élevés. Un certain M. Denman avait fait toutes les démarches et lui recommanda de ne pas écrire aux domestiques, qui s'étaient retrouvés en Angleterre avec elle, pour ne pas s'attirer des ennuis avec le bureau d'immigration. M. Satterthwaite demanda le montant de ses gages. Ceci était si élevé qu'il s'en étonna, et il se décida, après quelques hésitations, à voir ce M. Denman. M. Denman n'hésita pas à lui dire tout ce qu'il savait. Il avait rencontré Thompson à Londres et ce dernier lui avait rendu service. En septembre, il reçut de lui une lettre dans laquelle il lui disait que, pour des raisons personnelles, Sir George avait hâte d'éloigner Louise Bullard d'Angleterre. Pourrait-il lui trouver une place? On envoya même des fonds pour que les appointements de la femme de chambre puissent atteindre un chiffre qu'il a décidé à accepter. Toujours la même histoire, je suppose, dit M. Denman nonchalamment. Elle a l'air très douce et très gentille. M. Satterthwaite ne voulut pas admettre que Louise Bullard fût une fantaisie de Sir George. Quelque chose de très grave avait obligé ce dernier à l'éloigner. Mais quoi? Et où était le point de départ de tout cela? Thompson agissait-il pour son propre compte ou pour celui de Sir George? C'est en cherchant à résoudre ces questions que M. Satterthwaite rentra en Angleterre. Il était découragé. Son voyage n'apportait en somme aucun résultat. Dès le lendemain de son arrivée à Londres, il alla à la L'Arlequio. Et à sa grande joie, la silhouette familière était assise à la petite table du coin. M. Quinn l'accueillit en souriant. « Eh bien, dit M. Satterthwaite en commençant son repas, mon voyage n'a pas eu beaucoup de succès. Louise Bullard ne m'a rien appris. » Puis il raconta en détail son entretien avec la femme de chambre et avec M. Denman. M. Quinn l'écoutait en silence. « Enfin, dit M. Satterthwaite, j'ai compris qu'elle avait été envoyée là-bas parce que sa présence gênait en Angleterre, mais je n'ai pas pu savoir pourquoi. »« Vraiment ?» dit M. Quinn de sa voix railleuse. M. Satterthwaite se redressa. « Vous croyez que j'aurais dû la questionner plus adroitement? Je vous assure que je ne pouvais lui en faire dire davantage. Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas arrivé à apprendre ce que nous voulions. »« Êtes-vous sûr de n'avoir pas appris ce que vous vouliez ?» M. Satterthwaite le regarda étonné. Après un court silence, M. Quinn reprit en changeant de ton. « Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez décrit les personnages de façon très précise. Pourriez-vous en faire autant pour le lieu du drame? » M. Satterthwaite fut flatté. « Deering Hill, c'est une maison comme on en voit beaucoup de nos jours, assez laide de l'extérieur mais très confortable. Pas très grande, construite pour des gens riches avec, comme dans un hôtel, des baignoires et des lavabos dans chaque chambre. Enfin, très bien équipée pour une maison de campagne. On voit bien que Deering Hill n'est qu'à 30 kilomètres de Londres. » M. Quinn écoutait attentivement. « J'ai entendu dire que c'était mal desservi. »« Oh, je ne le sais que trop, » répondit M. Satterthwaite. « Je n'y suis allé que très peu de temps. L'été dernier, ah, je m'en souviens. Il y a des trains toutes les heures qui partent de Waterloo à 48. Et combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Deering Hill? À peu près 3/4 d'heure. Le train y arrive à 28. C'est vrai, j'aurais dû m'en souvenir. Miss Dale accompagnait une amie au train de 6h28 ce soir-là, n'est-ce pas? M. Satterthwaite ne répondit pas tout de suite. Son attention s'était reportée vers un point qu'il n'avait pas éclairci. « Je voudrais bien savoir pourquoi vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais bien sûr de n'avoir rien appris sur tout ce que je désirais. » « Eh bien, vous avez découvert que Louise Bullard avait été éloignée exprès. Il doit y avoir une raison à cela. Et cette raison doit se trouver dans ce qu'elle vous a dit. »
Qu'a-t-elle dit demanda M. Satterwhite. Et qu'aurait-elle pu dire de plus si elle avait témoigné à la barre? Elle aurait pu révéler ce qu'elle a vu. Qu'a-t-elle vu? Un signe dans le ciel. Croyez-vous à son idée superstitieuse? Pensez-vous que c'était la main du destin? Elle avoue elle-même que c'était la fumée du train. Un train qui allait vers Londres ou qui en venait? Les trains qui vont à Londres partent à -10. Ça ne pouvait donc être que le train qui en venait, celui de 6h28. Mais non, ce n'est pas possible. Elle a dit avoir entendu le coup de feu immédiatement après. Et nous savons que le coup avait été tiré à 6h20. Le train aurait été en avance de 10 minutes. C'était peut-être un train de marchandises, mais si c'était cela, on n'aurait pas eu besoin de l'éloigner. M. Satterwhite le regarda fasciné. 6h28, dit-il lentement. Mais alors, si le coup avait été tiré à ce moment-là, pourquoi tous les domestiques ont-ils affirmé que c'était plus tôt? Les pendules étaient sans doute en retard. Toutes? C'est une coïncidence vraiment extraordinaire. Je ne pensais pas à une coïncidence, répondit M. Quinn. Je pensais simplement que c'était un vendredi. Un vendredi? Ne m'avez-vous pas dit que Sir George remontait ses pendules tous les vendredis après-midi? Et il les a retardés de 10 minutes, murmura M. Satterwhite, étonné des découvertes qu'il faisait. Puis il est parti pour le bridge. Il avait dû surprendre la lettre que sa femme envoyait à Martin Wilde ce matin-là. Il a quitté ses amis à 6h30, a trouvé le fusil de Wilde près de la porte de service, est entré et a tué sa femme. Puis il est ressorti, a jeté le fusil dans les buissons, où on l'a retrouvé plus tard, et a paru sortir de la maison de ses voisins lorsqu'on est venu le chercher. Mais le téléphone, ah oui, il le coupa pour qu'on ne puisse pas prévenir la police, qui aurait pu remarquer l'heure. Alors le récit de Wilde est clair maintenant. Il a quitté Lady Barnaby à 6h25, en marchant lentement préoccupé, et est arrivé chez lui à 7h moins le quart. Je comprends tout maintenant. Louise était le seul danger avec ses superstitions. Quelqu'un aurait pu remarquer l'heure du train et se baser là-dessus. Et alors? Admirable, dit M. Quinn. Oui, mais que faire maintenant? Dit brusquement M. Satterwhite. Il me semble qu'il faudrait aller trouver Sylvia Dale. M. Satterwhite ne parut pas approuver. Je vous ai dit, je crois, qu'elle était un peu simple. Elle a un père et des frères qui s'occuperont de l'affaire. Vous avez raison, dit Satterwhite, soulagé. Quelques instants plus tard, il était assis près de la jeune fille et lui racontait son histoire. Elle l'écoutait attentivement sans poser de questions. À la fin, elle se leva. Je veux un taxi tout de suite. Mon enfant, qu'allez-vous faire? Je vais trouver Sir George Barnaby. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Laissez-moi. Mais Sylvia Dale ne l'écoutait plus. Elle suivait son idée. Elle lui permit de l'accompagner, mais fit la sourde oreille à toutes ses objections. Il resta dans le taxi pendant qu'elle montait au bureau de Sir George. Une demi-heure plus tard, elle redescendit. Elle paraissait à bout de force. Sa physionomie était défaite et en même temps radieuse. « J'ai gagné, murmura-t-elle en se laissant tomber dans le taxi. « Quoi? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit ?» Elle se ressaisit. Je lui ai dit que Louise Bullard venait de raconter à la police ce dont elle fut témoin, c'est-à-dire qu'on l'avait vu entrer et ressortir de chez lui après 6h30. Il s'est démonté. Je lui ai dit qu'il avait encore le temps de fuir, que les policiers ne viendraient pas l'arrêter avant 1h, et que s'il signait un papier affirmant qu'il avait tué Vivienne, je ne ferais rien immédiatement, mais que s'il ne le voulait pas, je crierais dans toute la maison qu'il était un assassin. Il fut si effrayé qu'il signa le papier sans même se rendre compte de ce qu'il faisait. Elle lui tendit la feuille qu'elle tenait. « Prenez cela, prenez vite, et faites libérer Martin. »« Il a signé cela ?» s'écria M. Satterwhite stupéfait. « Il est un peu simple, dit Sylvia Dale, moi aussi d'ailleurs, ajouta-t-elle. C'est pourquoi je savais comment agir avec lui. » Elle frissonna. M. Satterwhite lui prit la main. « Il faut que vous preniez quelque chose pour vous remettre. Venez, nous sommes près d'un restaurant que je connais bien. L'Arlecchio, le connaissez-vous » Elle fit signe que non. M. Satterwhite fit arrêter le taxi et entra avec la jeune fille dans le restaurant. Il se dirigea vers la petite table habituelle, dans l'espoir d'y trouver quelqu'un. Mais la table était vide. Sylvia Dale sentit qu'il était déçu. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Rien. C'est que je m'attendais un peu à voir un de mes amis, mais cela n'a pas d'importance, je le reverrai un jour. »
Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. D'ici là, j'espère que le ferrailleur qui a élu domicile dans ma gorge aura quitté les lieux. Je vous demande de bien prendre soin de vous. À très bientôt. Au revoir et merci.